En octobre 1962, l'humanité a échappé de peu à une guerre nucléaire. Ce mois fut le point culminant de la rivalité entre le monde communiste mené par l'Union soviétique et les démocraties libérales menées par les États-Unis. Miami de nos jours. Son quartier cubain appelé Little Havana. C'est d'ici qu'est partie la crise qui a failli dégénérer en guerre nucléaire. Ces personnes âgées qui trompent le temps par leur jeu sont tous des exilés venus de Cuba, la grande île située juste au sud de la Floride. Ils sont arrivés à partir de 1959, l'année où une révolution socialiste menée par Fidel Castro renverse à Cuba un régime autoritaire allié des États-Unis depuis des décennies. J'étais pilote dans l'aviation cubaine jusqu'en 1959, quand Castro a pris le pouvoir. Alors, je suis parti. Je suis allé aux États-Unis et je voulais que la liberté revienne à Cuba. Rassemblés à Miami, les exilés cubains obtiennent rapidement l'aide de l'administration américaine, alors dirigée par le nouveau président Kennedy. En 1961, les exilés cubains tentent de reprendre le pouvoir à Cuba en débarquant sur la baie des Cochons. Ils pensent que la population cubaine les soutiendra. En fait, le peuple se ralliera derrière Fidel Castro. En repoussant l'attaque des exilés cubains soutenus par les États-Unis, Fidel Castro devient un héros auprès d'une partie de l'opinion publique mondiale. Constanza Kavrakova habitait à l'autre bout du monde, en Allemagne de l'Est. Fidel Castro était un personnage culte. On écoutait ses discours qui duraient pendant des heures et des heures. Et puis, au même moment, il y a eu aussi Che Guevara, qui est rentré en scène. Ça se passait en Amérique latine et c'était passionnant. Ernesto Che Guevara, compagnon d'armes de Castro, se lance dans une croisade révolutionnaire en Amérique latine. Les guérillas qu'il lance sont considérés par beaucoup comme des mouvements de libération. Il représentait une idée de liberté, de volonté d'indépendance, et cela au cœur même de l'Amérique latine. On voyait l'Amérique latine comme un continent de républiques bananières et de dictateurs de toutes sortes, de tous les genres que vous pouvez imaginer. Et tout d'un coup, les gens se levaient et disaient « Hey, attendez, maintenant c'est au peuple de décider ». Castro et Che Guevara deviennent les nouvelles idoles du monde communiste. Le guerriero reçoit un accueil triomphal en Chine. Il obtient de Mao la promesse de soutenir Cuba. Castro, lui, rencontre le leader soviétique Nikita Khrouchtchev. Il scelle l'alliance entre les deux pays. Une alliance militaire qui inclut une importante décision secrète. Du 15 au 22 octobre 1962, les habitants de Floride, stupéfaits, voient l'armée mener d'immenses manœuvres sans qu'aucune raison ne soit annoncée. Ça a créé ici à Miami une véritable panique, une panique devant l'inconnu, jusqu'à ce que le président vienne un soir à la télévision nous expliquer ce qui se passait. Le 22 octobre, le président Kennedy explique qu'un avion espion américain a découvert des missiles nucléaires soviétiques à Cuba. Il décrète un blocus autour du pays. Pour Cuba, ces missiles nucléaires sont une assurance de ne pas être envahis. Pour l'Union soviétique, ils sont un moyen de pouvoir frapper New York et Washington. Pour les États-Unis, il s'agit d'une menace insupportable qui doit disparaître d'une façon ou d'une autre. L'aviation prépare le bombardement des sites de missiles. Le 25, la marine américaine intercepte un navire soviétique en provenance de Cuba. La population de Floride s'inquiète. Les autorités américaines essayent de préparer la population à l'éventualité d'une attaque nucléaire.
Après une attaque nucléaire, tout type d'écran vous apportera une certaine protection contre les retombées radioactives. Une maison en dur divisera par 2 les radiations. Pour une meilleure protection, allez au rez-de-chaussée, loin des portes et des fenêtres. Un abri dans une cave apporte une plus grande protection. Et un abri recouvert d'un mètre de terre apporte une protection presque complète contre les retombées. Donnez à votre famille la meilleure protection. Préparez un abri maintenant. Les Américains se préparent au pire. Dans les pays du bloc soviétique, on fait de même. Chacun essaye de se rassurer comme il peut devant une capacité de destruction qui défie l'imagination. C'est une hémisphère de feu de plus de 5 km de diamètre, dont la température égale celle de la surface du Soleil. Khrouchtchev et Kennedy savent qu'une guerre nucléaire ne se traduirait pas seulement par des dizaines de millions de morts et un empoisonnement des terres. Des scientifiques les informent qu'un hiver nucléaire pourrait bouleverser le climat de la planète et provoquer une famine mondiale. Les 2 leaders vont résister à la pression de conseillers qui les poussent vers l'engrenage d'un affrontement. Les 27 et 28 octobre, ils trouvent un accord dont une partie restera secrète. L'Union soviétique retire ses missiles de Cuba. Les États-Unis s'engagent à retirer les leurs de Turquie et à ne pas envahir Cuba. Chaque partie a sauvé la face. Dans la crise, les 2 superpuissances font le même constat. Les armes nucléaires sont faites pour ne pas s'en servir. Du bord de l'abîme, un nouvel espoir apparaît en ce début des années 60.